24 avril 2021. 24 avril en République démocratique du Congo, une date exceptionnelle, une date liée justement à l'histoire de ces grands pays au cœur de l'Afrique. 24 avril 1990, ouverture de l'espace démocratique en République démocratique du Congo. Cette date a marqué les esprits, cette date a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Une phrase que pratiquement plus d'un Congolais retient. Comprenez mon émotion, ce fut lors du discours de l'ancien président de la République démocratique, de la République du Zaïre de l'époque, le maréchal Mobutu. Ces jours-là, il annonçait le multipartisme en République démocratique du Congo. Et 24 avril, 5 ans, jour pour jour, l'histoire culturelle de la République démocratique du Congo a été également marquée par la disparition de cette icône, l'icône de la musique, l'icône de la culture, le roi de la sape, le roi de la rumba, Shungu Wemba Dio, Papa Wemba, comme ça qu'on l'appelait, 100% star. C'est ce jour qu'il quitta la terre des hommes, s'est fui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On se souviendra de lui toujours, on pense à lui au cours de cette émission. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, très heureux de vous retrouver, très heureux de vous tenir compagnie pour ces grands shows du week-end. À moi, né à Lodja dans la province du Sankourou. Ces enfants ont été pris en charge par la fondation de la Première Dame. Ces enfants qui ont été évacués, qui ont été ramenés ici à Kinshasa. Et comme l'opération était très délicate, Denise Nyakero Tshisekedi, la Première Dame, avait décidé que ces enfants soient évacués, que l'opération soit prise en charge du côté de Bruxelles en Belgique. Dans ces images, vous avez vu, ces enfants ont été évacués vers la Belgique. L'opération avait réussi, mais malheureusement, Dieu a décidé que un de ses enfants ne puisse pas vivre, mais au moins il y a un autre qui est bel et bien vivant et qui continue ses soins
à Bruxelles grâce à la fondation de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Allez, mesdames et messieurs, on commence notre show du week-end. On parlera de beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de sujets sont sur notre plateau aujourd'hui. On va parler de la corruption, on parlera du monde du football, on parlera de beaucoup de choses aujourd'hui. Mais allez, je vais saluer d'abord l'équipe. Hein. Bonjour Amouré, ça va? Très bien. Allez, il y a cette caméra qui est juste en face de moi. Tu vas bien? Quand je vais faire ça pour le voir. Redem Poichibango, bonjour, tu vas bien? Allez, ça va? Un masque. Allez, j'ai vu quelque part. Elle est où? J'ai tout. Où elle est passée? Elle est passée. Hein? Allez, bonjour, j'ai tout. Merci d'être là. Comment il s'appelle notre décorateur? Zola, Émile Zola, tu vas bien? Allez, la décoration, c'est grâce à lui. Si ces plateaux existent, si vous avez cette émission dans de très bonnes conditions, telles que vous l'avez chez vous à la maison, on dit merci à Émile Zola qui est notre décorateur. Jeff Hardy, Moutombo, ça va? Le photographe, tu vas bien? Enfin, il réapparaît. Hein? Jefferson. Allez, Gaëtan Megalone est là. Le son est assuré par... Tu vas pas me jouer le coup aujourd'hui, hein? Non, hein? Merci, c'est très bien. Allez. Tu vas bien? Très bien. Mais il ne m'a pas donné l'oreillette aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Alain Gallet dans la salle des machines et la réalisation ce matin signé Discovery Pole. Tout simplement parce que l'autorité morale de cette émission s'y sent pas très bien. Français le Congolo, reviens-nous en très bonne santé. On est déclaré avec toi. Mais bon, Discovery Pongo est là. Il assure la région au nom de tous ces héros dans l'ombre. Ils sont très nombreux à travailler pour que vous ayez cette émission chaque jeudi, 6h à 9h, et puis tous les samedis, 10h15 à 12h. On est ensemble. Merci de choisir la radio-télévision nationale congolaise. Merci de faire du panier cette matinale l'une des émissions la plus importante de la télévision en République démocratique du Congo. Grâce à vous, cette émission est la star des matinales en RDC. Allez, on va partir. Dans l'entêtat, yozo mon sabatu passe na ba acte na yo ba détournement ya ba malversation ozo boma population bisoto sekana yo. Yango bisoto lobi tozana gouvernement elongo. Tozo betela bango maboko bakozala ba ponami kasi batia na mitu na bango ke baiko sala l'école. Toko travailler na gouvernement, toko sala contrôle ya ba affectation des fonds ozo pesama na ba ministère. Ba fonds n'engagez à gérer na ba entreprise zala na yo union sacrée ou pas et ça problème na bisoté tokoya. OK. Vous savez ba ba continuer sacré lelo o ba sacré ba problème depuis kalagnon sona to boki na mai to bosa ngo olobi nini résultat ya patrouille financière ouais neti bateau ba salimo ba mbeba na bango ba continuer sacré donc ba continuer en tout cas mutumo oyo bisoto sto sala to établir ba fait en tout cas union sacrée ou pas on répondre. Allez, union sacrée ou pas, on répondre. Enfin, un clin d'œil à Jules Alingueté, l'inspecteur général des finances, chef de service. On parlera de la corruption dans cette émission. Ce sera au cours de la deuxième partie de cette émission avec Monsieur Georges Kapiamba, qui est le président de l'ACAJ, mais également Monsieur William Ngoma est notre invité aujourd'hui. On va également parler du monde du sport. On parlera de lui. Mais avant de commencer toute chose, je vais faire une exception. Vous le savez, pendant tout le temps de son campagne, il a dit qu'il fallait que la justice soit accessible à tout le monde. Il ne faudrait pas qu'il y ait une justice pour le riche, il ne faudrait pas qu'il y ait une justice pour le pauvre. Je vais inviter quelqu'un sur ce plateau, Monsieur Christian Makaya, qui va me rejoindre sur ce plateau. Vous allez savoir pourquoi je l'ai invité, exceptionnellement pour lui, je l'ai invité. Venez, venez, Monsieur Christian. Je vais faire comme il est des coutumes dans cette émission. Je l'ai invité. Je vais vous dire pourquoi je l'ai invité sur ce plateau. Allez, je vais commencer par là. Désinfecter mon micro, désinfecter le main. Le coronavirus vit avec nous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Il est très important d'avoir toujours votre masque et de vous protéger. Monsieur Christian. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, Dieu fait grâce. Prenez place, asseyez-vous. Merci. Monsieur Christian Makaya, je l'ai invité sur ce plateau, exceptionnellement, je l'ai dit tout simplement parce qu'il faudrait qu'il y ait accès à la justice pour tout le monde. Je vais vous dire pourquoi.
Sangoboni. Malamou, Zambazo Batela, ça va? Je voudrais qu'en très gros plan, Reda, au Rosa Lokolo, M. Christian, au Gumba Pantalon, exceptionnellement dans cette émission, au Gumba, au Rosa Lokolo, je voudrais qu'on prenne. Cœur sensible, hein, si vous êtes très sensible, abstenez-vous, hein, regardez la télé. Exceptionnellement, on va faire ça. Discours donne-moi, voilà, ça c'est la jambe de M. Christian. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le colonel Komaboué? Non. Nabotama Malamu. Sauf qu'en 2008, il y avait un remorque de la société Transmac qui est responsabilité à l'Orgaman. Et remorque à Orgaman. Remorque à Orgaman. Okay. Oui. On va les citer, la société Orgaman. La société Orgaman. Et tout à Kingaï vers Matadikibala, dans la commune de Mongafula. C'était en condition non, moi je parlais avec un ami. On avait parqué ma voiture, on parlait ensemble avec un ami. Et c'était vers 22h, 23h. Les chauffeurs venaient de Kinshasa pour aller à Matadi. Et subitement, là, on était à parking à Bami, tout qui était le Maka. Et il y avait un passager clandestin à Télémisakie. Lui, il était distrait, Ramoni Nareta. Il a remorque pour me Matadi. Il y a Orgaman. Il y a Orgaman. Les chauffeurs étaient distrait, et Ramoni Nareta, il a voulu freiner brusquement pour ramasser Bango. Alors en freinant, il a parqué, a braqué volant, n'avait pas côté à la parking, et c'est deux pneus à tracteur, et Matela Kinga et Frolinga dans le colo, ça séparait la jambe en deux parties. Wow. Donnez-moi sa jambe, montrez-moi sa jambe. Ok. Et la jambe le colo en deux parties. On a remorqué Matela dans le colo. Et Matela dans le colo. Et puis les chauffeurs a pris fuite. Dieu merci, ma voiture était là, tout lundi et tout pour te poursuivre jusqu'à Kasangulu. La précision, c'est que la voiture, Isaac assuré. Isaac assuré. Il n'y avait pas l'assurance. Chauffeur Akimi, parce qu'il y avait l'assurance, ils allaient quitter. Et puis, tu poursuivais jusqu'à Kasangulu, tu Kangi est interpellé. La police est zuée, et puis, Ngabazu Bachinga à l'hôpital pour des premiers soins. Et par après, tu Zongi Kinshasa. Le véhicule était à la police, à la 5e bureau. Moi, je suis allé à Monkole. L'orgaman a supporté, bah, Kotinga à l'hôpital, Bachinga va fixateur. Je suis resté plus en 2008. En 2008. Okay. Je suis resté plus de 6 mois à l'hôpital, 6 ou 5 mois à l'hôpital. Et par après, je suis sorti. On est allé voir la société. La société a commencé à nier des effets. J'ai envoyé les avocats au parquet pour aller poursuivre les dossiers. Et l'orgaman a tindi batu, ba greffier, ba ke na parquet na grande instance à Gombe. Bayibi ba PV ba soutirer ba PV au roulage à salaki constant parce que mutu kezaki a sûreté et ba bombi yango en fouillant des PV to banda comme on était quand je suis sorti comme moi-même j'étais là les jours de l'accident na zongi na Kasangulu là l'accident s'est produit là to kanga mutuka c'est par là que la police routière a tindinga place ba PV originaux zalaki je suis allé récupérer et j'ai donné à mes avocats. On a continué la justice et j'ai gagné des procès de foi. Bah, par la mauvaise foi, bah, je corrompre la justice. On gagné procès, bah, corrompre. J'étais en galim avec eux, j'ai gagné. Bah, ça l'opposition. Toké na Gombe na grande instance d'appel, j'ai gagné. Ils sont allés corrompre les juges. Il faut le dire vrai. Bah, corrompre les juges. Juge a sali prescription à ma faute na bangonios. Et je suis allé voir les jugements. Les greffiers m'ont dit. On a dit au juge président de ne pas accepter, de ne pas faire ça, mais il a fait ça. Comme c'est lui le président, on ne pouvait rien faire. Tala basali basali prescription des fonds na bangonios. Et par après, to zongi sous na tribunal à matete na parquet civil, pour to kende ko samba siko arrangement à l'amiable, de continuer, j'ai gagné encore. Donc na gagné. Okay. J'ai gagné un jugement, j'ai gagné. Malgré qu'on gagne, ils sont allés même négocier les jugements, les dommages intérêts. On comprend que c'est la loi du plus fort. Azanambongo papa aussi mbayopi. Baké ko sala ba diminuer dommages intérêts par rapport au Bapé Saïbango Liboso. Bon, j'ai dit quand même le quoi on a gagné. On a fait de bonnes fois avec mes avocats. Bon, Bopé Sanambongo ana bako ba condamné bien. Ils n'ont pas voulu donner. Et en allant en appel, dans le tribunal, la cour d'appel à Matete, elle mettait à 4e rue. Bazo qui signifie bango, ko signifier bango, Bazo continue toujours ko corrompre même ba huissier ba lo ba adresse. Donc si je comprends bien, banda accident nayo, tu as eu le premier soin. C'est lui, Moutoyo a tout accueilli la société Orgaman, Moutoyo qui n'était pas assuré, ils n'ont plus jamais pris en charge. Au gagnant, on a procès donc le problème c'est que l'injustice continue. Ça fait 13 ans. Bango baza plus fort. Baza plus fort qu'Inga. Baza Nambongo papa. Ils sont ici depuis 1939. Combien ils ont amassé dans notre pays? C'est Kongai.
Le combat du chef de l'État, c'était l'accès à la justice pour tout le monde. Il a bien dit, hein, pas de justice pour le pauvre et la justice pour les riches. Voilà ce qui s'est passé. Donnez-moi son pied, je reste sur son pied. Donc, depuis 2008 qu'il a connu cet accident, il a gagné dans l'instance Nyonso, mais exécution exacte parce qu'il n'a pas de moyens. On en parlera avec M. Kapemba. Donc, alors, les lots au Sénégal. Bon, gloire à Dieu. Exceptionnellement, je t'ai fait passer. Alors, oui, na CPL parce que le président de la République a dans la justice, na CPL le la justice et j'ai patienté pendant tous ces 13 ans, Dieu le savait pourquoi. Et aujourd'hui, à la justice, droit et zali, comme on a des dignitaires en beaucoup, baza condamné, baza dans la prison, et je crois bien que la justice sera faite et que je vais gagner encore mon procès. Mais la question que je me pose, là je vais réfléchir, hein, la question que je me pose aux alliés avocats, aux accords défendre société, ces pauvres monsieur. Donc, les loyaux, à ça, sur le côté, il est devenu invalide pratiquement, à ça, sur le côté, et aux autres défendre, au bien que Moutouka, et tout à Kaye, ils ont une assurance, ils sont perdants, mais aux autres défendre que Atika Laboué, aux autres gagner. Excusez, en fait, même en 2012, conseiller na bango mo katinda kinga na kende kufanda liboso ya porte entreprise parce que le patron de compagnie a chaque vendredi que ça la recouvrement et je suis allé, ils sont allés tina point ya ko benga ba soda ba ya ko kanganga, je fais 48 heures na kan le fungo là na raison na ngai parce que je suis allé réclamer mes droits ba bengi ba konzi parce qu'ils sont reconnus ba bengi ba puissant ba e ba zwinga ba kanginga na kan le fungo là 2 jours. Je vais te garder sur ce plateau. Exceptionnellement, on devait commencer par M. William et puis M. Georges Kapiamba, mais on va inverser. Discovery, on va inverser. Je vais prendre M. Kapiamba qui va venir, qui est le président de la CAGE. Lui qui lutte pour... Venez, M. Georges, venez. Je peux avoir un autre micro, s'il vous plaît? Le président de la CAGE. M. Georges, vous allez bien? Oui, ça va. Je vous prends exceptionnellement, justement pour ces sujets. Allez, on va commencer comme toujours. Je vais vous emprunter ces micros. Ok, merci. Le temps qu'on va mettre dans le deuxième, je vais quand même le désinfecter. Monsieur Georges, prenez ça. Prenez place. Bienvenue. Vous luttez pour l'accès à tout le Congolais à la justice. Tout à fait. C'est ça la mission d'ACAGE. C'est ça. Allez, on va parler de la corruption, mais quand vous êtes devant une situation pareille, on dit quoi? Alors, j'ai suivi les compatriotes, les récits qu'il a exposés ici. C'est très choquant d'apprendre que quelqu'un qui a été victime d'un accident de circulation, qu'il ait tenté d'accéder à la justice depuis plus de 10 ans et qu'il soit toujours 13 ans, qu'il soit toujours bité à des obstacles qui apparemment, les suivants, c'est des obstacles qui résultent de la pratique de la corruption. Parce que je l'ai suivi parler de démarches de ses adversaires qui auraient tenté de corrompre presque tous les agents qui interviennent dans l'administration de la justice pour l'empêcher à pouvoir se faire établir dans ses droits. C'est regrettable, mais je suis quand même aussi... encouragé par sa détermination, comme il vient lui-même de le dire, qu'il est aujourd'hui rassuré par les vents nouveaux, le nouveau contexte politique qui s'est dessiné dans notre pays depuis 2019, donc 2018-2019, à ce jour avec le nouveau président, Félix Antoine Tshisekedi, qui prône, comme vous l'avez mentionné, l'accès à la justice à tout le monde, qu'il ne doit plus y avoir de justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Là, c'est une démonstration. Là, nous avons une démonstration. Bien sûr. Et donc, accident avec un véhicule non assuré, mais ça fait 13 ans. Voilà. Et donc, derrière ses droits. Il est difficile de mettre un avis juridique déjà sur un dossier dont on n'a pas tous les éléments sous les yeux. Mais j'encourage notre compatriote ainsi que ses avocats à poursuivre leur combat. Je reste disponible aussi à me joindre à leur combat. Ils peuvent toujours me contacter. Nous allons
les soutenir en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme qui assure au moins cet accès à la justice aux gens qui font face à des obstacles du genre politique ou d'un groupe de gens qui s'organisent pour se partager de l'argent ou miser sur les moyens financiers pour empêcher les pauvres à accéder à la justice. Et donc voilà ce que je peux lui dire à cet instant. Mais la manière dont les choses sont en train d'aller, est-ce qu'un jour, on pourra avoir dans ces pays, je me pose cette question, quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui est pauvre, comme le cas de M. Christian aujourd'hui, et gagner ces hommes ces hommes puissants dans ces pays? Alors, il ne doit pas y avoir d'hommes puissants au sens de croire que nous avons des castes dans notre société, parce que lorsque vous lisez les préambules et les premiers articles de notre Constitution, il est clairement réaffirmé que les Congolaises et les Congolais, nous avons décidé de construire au sein de l'Afrique un état de droit. Et l'article 12 de cette Constitution dispose aussi que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation. Et donc, avoir accès à la justice est un des droits fondamentaux qui est reconnu à tout citoyen. Que vous soyez riche ou pauvre, à partir du moment où vous avez les moyens de droit de votre côté, les juges, les magistrats ont l'obligation de vous les reconnaître, de constater cela et le proclamer de manière à ce que toute la société en prenne acte. Et donc, ces droits fondamentaux doivent être protégés pour tout le monde. Et espérons, avec les combats de tout le monde, avec ce genre de dénonciations qui se font à travers les médias officiels, ça va permettre aussi de faire bouger les lignes. Et je suis certain que les plus hauts responsables des institutions judiciaires qui l'ont suivi ou qui suivent en ce moment ne resteront pas insensibles à ces cas et que dans les jours à venir, ils pourront ouvrir leurs portes pour examiner les cas de ces compatriotes et y réserver une suite rapide. Alors si vous me prenez en cours, je vais libérer pour l'instant M. Christian Makaya Makiese. Je vous rappelle l'histoire, donnez-moi son pied. Moi je vais rester sur son pied. Son pied, ça fait 13 ans, il a connu un accident du côté au niveau de Matadi Kibala, un accident causé par le véhicule, je le cite, parce qu'il a dit la société Orgaman. À l'époque, le véhicule n'était pas assuré, mais ça fait 13 ans qu'il est en train de courir derrière ces dossiers. Il a gagné partout, mais il n'a jamais été dédommagé. Son numéro d'appel, je le donne, le 243 89 69 14 881 89 69 14 881. Nous sommes dans la vision du président de la République, la vision du Premier ministre, c'est que le Congolais devrait se réapproprier leur télévision nationale. C'est ça notre travail désormais. Vous devez vous réapproprier. La télévision nationale doit devenir une télévision au service de la population. Merci M. Christian. Merci beaucoup. Je te retrouve très bientôt. Vous allez rester là. Je vais vous retrouver très bientôt. Alors, une réaction? Alors, quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose à titre de conclusion par rapport à ce cas. C'est un des exemples qui illustre les dysfonctionnements de notre société et qui nous interpelle tous, acteurs étatiques, acteurs sociaux, les responsables des médias, journalistes que vous êtes, bref, tous les professionnels des médias, vous et nous qui avons la possibilité de faire porter les voix des sans-voix comme lui, très haut, que nous devons nous souder, nous mobiliser contre ces phénomènes, ces fléaux, la corruption. Parce que s'il y a dysfonctionnement de la justice, c'est à cause de la pratique de la corruption sous toutes ses formes. Lorsque les gens se permettent d'utiliser leurs moyens financiers, logistiques, pour penser, écraser les autres, c'est pas normal et nous ne devons pas rester insensibles face à ça. Mobilisons-nous, combattons la corruption pour que nous soyons en mesure d'établir une société juste. Une société juste, c'est une société au sein de laquelle tout citoyen, toute citoyenne a la possibilité de faire entendre sa voix et obtenir dans les meilleurs délais
la solution à ces problèmes. Mais justement, parce que nous parlons de la corruption, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est vrai, avec le vent nouveau qui est arrivé, avec l'IGF qui est arrivé, l'inspection générale des finances, on sent que beaucoup de choses bougent. On parlera tout à l'heure, on parlera du dossier EPST avec le ministre, je ne sais pas si on voudrait dire l'ancien ministre d'État, on parlera du ministre Bakonga. Aujourd'hui, s'il faut faire l'état de lieu de la corruption en RDC aujourd'hui. Alors, l'état des lieux, quant à la corruption, reste toujours très préoccupant. Pourquoi? Parce que la corruption reste toujours endémique. Elle a gagné toutes les sphères de la vie nationale. Et aucune sphère n'y échappe à ce jour. Malheureusement, elle a gagné aussi même des structures qui sont, de par leur nature, des gardiennes même de l'éthique et de la morale. C'est-à-dire, elle a eu même à obtenir, à apprivoiser même les hommes qui prêchent la parole de Dieu. Et donc, c'est une situation extrêmement préoccupante qui nous interpelle, qui nous oblige à nous remobiliser davantage autour des structures étatiques comme l'IGF, la Cour des comptes, la CNRF, la justice de notre pays, mais aussi avec les gouvernements, les nouveaux gouvernements, nous allons en parler, parce que nous avons pris connaissance de la copie du programme soumis à l'Assemblée nationale. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Nous avons noté beaucoup d'éléments, beaucoup d'ambitions pour aller dans la même direction. Donc, bref, ça doit être un combat de toute la nation, une cause nationale. Monsieur Georges, vous êtes l'une de ces personnes qui luttent pour qu'il y ait accès à la justice à tout le monde. Ouais. Il peut y avoir 50 000 institutions qui luttent contre la corruption en RDC, mais le grand problème aujourd'hui, c'est comme si la justice n'accompagne pas, on peut le dire ainsi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a encore une sorte d'hésitation, il n'y a pas un envol tel que tout le monde nous l'aurions souhaité, parce que moi je me fais interpeller presque chaque jour par des compatriotes qui me disent, mais vous dites accompagner la justice. Les dénonciations, c'est tous les jours. Les dénonciations, c'est tous les jours. On interpelle les gens, on arrête les gens. Vous êtes là pour relayer, soutenir cette action de la justice, inventer. Mais nous sommes souvent surpris de constater que 2-3 jours, une semaine après, ces personnes obtiennent facilement des libertés provisoires. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent l'argent qu'ils ont détourné des caisses de l'État pour donner et se retrouver encore en liberté, reprendre même leur poste. Ou soit qu'il y a eu autant de dossiers, mais les jugements à ce jour qui ont été rendus se comptent pratiquement sur quelques bouts de doigts. Et donc, ça semble ne pas encourager beaucoup de gens à se lancer aussi dans la dénonciation. Donc, c'est aussi l'occasion d'interpeller davantage les hommes et les femmes qui animent l'administration de la justice. Parce que le président de la République l'a dit, a répété, il a dit que son mandat est placé sous les signes de la restauration de l'état de droit et que la justice doit être indépendante, mais rendue par des hommes et des femmes qui font preuve d'une exemplarité, d'une conduite irréprochable, mais surtout qui sont voués au bien de tous. Et donc, il faudrait que, de leur côté, qu'ils prennent conscience de cette responsabilité importante, mais aussi de cette confiance que le chef de l'État leur fait en demandant à ce qu'aucune autre institution ne puisse interférer sur l'administration de la justice. La preuve, c'est que, comme je l'ai mentionné, même dans la copie du programme du gouvernement, il est clairement mentionné que le gouvernement, le nouveau, qui est dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, va prendre des mesures pour assurer ou s'assurer que la justice fonctionne de manière indépendante.
et va faire en sorte ça que... ne sera pas du déjà entendu. Non, mais... chapelet des bonnes intentions. Non, mais c'est déjà... On a déjà entendu ça. Depuis les luttes dans ces pays, non, mais on entend cette phrase-là. Non, mais vous savez, c'est bon pour nous en tant qu'acteurs de la société civile, vous les médias. C'est-à-dire, nous allons prendre au mot les responsables politiques, les premiers ministres, les ministres, la ministre de la Justice, vous savez, qui est ma collègue de la société civile, en qui je fonde beaucoup de... de la société civile, la direction de la justice. Hein. Voilà, je fonde beaucoup d'espoir parce que nous avons combattu ensemble. Je connais son engagement pour l'indépendance de la justice, mais surtout son engagement et son attachement à la lutte contre la corruption. Et donc, faisons-leur confiance. Attention, les hommes changent, hein, le pouvoir... J'ai dit, faisons-leur confiance, restons vigilants. Ne nous lançons pas déjà dans un jugement très anticipé avant qu'ils ne se mettent au travail. Ils annoncent déjà de bonnes volontés. Attendons-les voir lorsqu'ils vont passer à l'Assemblée nationale défendre ces programmes et puis lorsqu'ils vont se mettre au service. Mais ce qui est important pour nous, c'est le fait qu'ils aient mentionné que les programmes du gouvernement mentionnent la nécessité de travailler, assurer au pouvoir judiciaire son indépendance et d'empêcher à ce qu'il n'y ait pas d'interférence sur l'administration de la justice. Et il y a aussi d'autres actions qui sont prévues, notamment de leur donner des moyens, de retravailler pour assurer la dotation au pouvoir judiciaire. Mais, comme vous l'avez mentionné, cela implique aussi le sens élevé de la responsabilité du côté des acteurs de la justice, eux-mêmes, qui doivent se mobiliser, rendre la justice dans les meilleurs délais pour que nous ne puissions plus vivre les cas comme celui que nous venons de suivre ici avec notre compatriote qui a fait un témoignage qui est choquant. Dans son propre pays. Hein. C'est anormal. Un calvaire dans son propre pays. C'est anormal. Et donc, c'est vrai que nous allons essayer d'être vigilants pour que le gouvernement donne des moyens à cette justice, c'est-à-dire les moyens financiers, les moyens logistiques, parce qu'il faut aussi reconstruire les infrastructures. Vous savez qu'aujourd'hui, parmi les institutions de notre pays, la justice ou le pouvoir judiciaire fait partie des enfants pauvres, les enfants abandonnés. Regardez même dans les nouvelles provinces qui ont été créées, lorsque vous passez partout, vous allez constater qu'on est en train de construire soit l'immeuble pour abriter les gouvernorats, l'Assemblée provinciale, mais vous ne trouverez pas un projet de construction d'un palais de justice, des immeubles devant être utilisés comme le logement des magistrats, moins encore des prisons. C'est anormal. Alors, on va parler de ces grands dossiers sur l'enseignement primaire et secondaire. Vous avez été parmi les premières personnes qui avaient alerté sur la disparition de l'ancien ministre d'État. Mais j'ai jeté un coup d'œil en passant comme ça dans le programme que le Premier ministre va devoir présenter au Parlement. Il y a quelque chose, il y a une phrase qui m'a intéressé, le palier 6, le point D, il dit protégé par une loi des lanceurs d'alerte en vue de juguler l'enregistrement sans cause. Ça, c'est un grand problème, les lanceurs d'alerte. C'est quand même bizarre chez nous. Lorsque vous dénoncez, toutes ces personnes qui ont lancé des alertes, ils ont été condamnés par notre justice. Non, pas tous. La plupart. Pas tous. Les derniers cas, c'est avec la dernière banque, ces lanceurs d'alerte qui ont été... Alors, c'est un dossier que nous n'avons pas suivi de plus près, mais j'ai entendu, j'ai lu dans les médias qu'il y avait eu aujourd'hui, il est quand même difficile deux lanceurs d'alerte qui se sont fait condamner et qui se retrouveraient à l'étranger. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. On ne peut pas condamner quelqu'un pour avoir tout simplement informé la justice ou les institutions attitrées qui ont en compétence les prérogatives d'enquêter et de rechercher les personnes qui ont commis les actes de corruption. Ça, c'est anormal. Et je suis très content, quand j'ai lu aussi la copie du programme du gouvernement, de constater que le gouvernement, le nouveau, s'engage à faire cesser au moins ce genre de harcèlement contre les lanceurs d'alerte. Comme je l'ai mentionné, ça va demander aussi à la fois du côté aussi de la société civile, des organisations, des lanceurs d'alerte, une prise de conscience quant à notre responsabilité. Ça veut tout simplement dire que nous devons être capables d'enrichir
nos informations, travailler avec les institutions de l'État et utiliser les moyens légaux pour pouvoir porter nos informations à la connaissance des institutions qui peuvent enquêter et poursuivre les personnes impliquées dans la corruption. Alors, ça, c'est important. Alors, parlons de ces dossiers EPST. Alors, avec l'inspecteur général des finances, l'IGF qui a travaillé dessus, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est fini. Non, je pense qu'il faut reconnaître, encore une fois, mentionner les rôles joués par l'IGF. Et comme je l'ai toujours mentionné quand j'interviens dans les médias, la CAGE, nous félicitons et nous appuyons le travail qu'a l'IGF avec le chef de l'inspection générale des finances, M. Gilles Alinguetti, qui ont redonné aujourd'hui une autre image à cette institution de l'État qui est passée inaperçue pendant plus de 30 ans dans ce pays. J'ai entendu même quand vous introduisez, vous disiez que vous semblez dire que l'IGF réapparaîtrait il n'y a pas très longtemps. C'est une ancienne institution créée depuis 1900 vers les années 80, mais qui n'a pas pu travailler, avoir l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, parce que les contextes politiques de l'époque ne pouvaient pas permettre à ces animateurs de pouvoir faire leur travail avec toute indépendance, mais aussi il y a eu absence de leadership, parce que vous pouvez être dans un contexte normal où vous subissez aucune limitation, mais si au sein de l'institution il n'y a pas un leadership fort qui s'affirme, l'institution ne pourra rien faire. Donc aujourd'hui, il faut ajouter qu'en dehors du fait que le président de la République a, par son discours, donné plus de caution à leur assurer la protection, mais il y a aussi M. Gilles Alinguetti qui a donné une impulsion nouvelle à cette institution. C'est comme ça qu'elle produit beaucoup de rapports qui ont débouché sur des poursuites importantes, notamment celles qui sont en cours contre l'ancien ministre Willy Bakonga, qui a tenté de fuir mais qui s'est fait arrêter à Brazza. Mais justement, le fait d'avoir fait, si l'IGF faisait son travail en toute discrétion, par exemple, c'est ce que tout le monde dit, hein, s'il faisait son travail en toute discrétion, il aurait évolué jusqu'à ce que, par exemple, les cas Willy Bakonga, il serait encore à Kinshasa et on aurait mis la main sur lui, parce que l'IGF a fait tellement beaucoup du bruit qu'il s'est volatilisé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas parce que... C'est pas ça, beaucoup de gens disent qu'il fait beaucoup du folklore, ce qui fait que... Non, en fait, ceux qui disent que l'IGF fait du folklore font partie ou rejoignent, sans le savoir, de manière inconsciente, involontaire, au moins l'équipe des prédateurs des finances publiques. Parce qu'au fait, la mission de chaque service public, institution publique, c'est d'accomplir ces missions, mais avec aussi l'obligation de redevabilité. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois, l'inspecteur général, chef de service, mentionner le fait que lorsqu'il s'exprime en public, c'est pour deux raisons. Premièrement, mettre au courant l'opinion, la population, parce que ce sont les Congolais qui sont les propriétaires de ces finances. Lorsque ces finances font l'objet de dissipation de la part d'un groupe d'individus, il est normal qu'ils soient mis au courant de ce qui s'est passé par rapport à leurs biens. Ils le font au nom du principe de la redevabilité. De deux, ils le font avec l'autorisation de leur chef hiérarchique. Et donc là, il n'y a pas à leur reprocher quoi que ce soit. Ceux qui utilisent le terme ou l'expression folklore le font tout simplement parce qu'ils sont embêtés par la nouvelle impulsion. Parce qu'aujourd'hui, regardez avec, par exemple, les missions que l'IGF est en train de mener aujourd'hui là, la patrouille qu'elle a lancée, mais elle fait mal aux gens. Tous ceux qui étaient habitués à se servir dans les caisses de l'État sont mis mal à l'aise. Tous ceux qui sont arrêtés à la suite de l'enquête ou des enquêtes de l'IGF ne peuvent pas être contents avec les membres de leur famille politique ou biologique. Et donc, c'est encore un combat que tous nous devons mener parce que l'IGF, c'est notre bien à nous tous les Congolais. C'est notre institution. C'est notre gardienne de nos finances publiques qui est là pour protéger les biens de l'État. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que
des dirigeants, même des ministres, des mandataires, se sont rendus coupables et complices ou auteurs, même dans les ventes des maisons de l'État. Vous avez suivi dernièrement, lorsqu'on a publié le gouvernement, la CAJ, nous nous sommes exprimés pour parler de notre profonde préoccupation, parce que nous avons constaté que dans ce gouvernement, on a reconduit 4 membres sur lesquels nous avons tous des informations fiables, avec des dossiers en justice. 2, parce qu'ils ont vendu les biens immeubles de l'État. 2 autres, parce qu'ils ont systématiquement détourné les fonds de l'État leur alloués pour soutenir le fonctionnement de leur ministère. Donc, vous savez, toutes ces informations, n'eût été la présence et le travail assidu et professionnel de l'IGF, nous n'allons pas être mis au courant. Et donc, nous devons continuer à nous opposer à cette campagne qui tente aujourd'hui à vouloir dénigrer le travail de l'IGF. Rappelez-vous que dans ce pays, lorsque le procès de 100 jours avait commencé, il y a eu toujours les mêmes prédateurs des finances publiques qui ont voulu donner une connotation politique au dit procès. Mais heureusement que les Congolais étaient devenus sages avec toutes les explications qui ont été fournies tout autour des procès. Les gens ont fini par comprendre que ceux qui étaient poursuivis et par la suite condamnés l'ont été, non pas parce qu'il y avait des motivations politiques, mais c'est parce que ces gens ont trahi la foi qui leur avait été faite par les hautes autorités du pays. Entre-temps, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont encore en train de croire que ceux qui ont été condamnés, ils ont été condamnés, ils sont innocents jusqu'à aujourd'hui. C'est un procès qui n'a pas suivi les normes, c'est un procès politique. Ne soyez pas surpris que ce soit ceux qui tiennent ces discours, que ce soit des complices ou des personnes qui ont eu à profiter des activités criminelles pour lesquelles ces personnes ont été condamnées. Ils ne peuvent pas tenir un autre discours, si pas chercher à diaboliser le travail de la justice, parce que ils font partie des perdants. À partir du moment où l'un d'eux, ou celui qui avait le rôle de leader dans cette activité criminelle de détourner l'argent de l'État, est arrêté, neutralisé, mais c'est l'ensemble de la chaîne qui a été démontée. Et ils ne peuvent plus continuer à jouir la gratuité sur les dos du peuple congolais comme il le faisait, c'est normal. Ça fait du bien de parler en toute liberté sur la chaîne publique, le Média Public. C'est la seule chaîne de télévision en République démocratique du Congo qui fonctionne avec l'argent du contribuable. Et le Premier ministre l'a dit, vous le suivrez dans ce discours programme, la population devrait se réapproprier l'objectif du nouveau ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya, que nous allons saluer d'ailleurs sa nomination, c'est de réconcilier le Congolais avec sa chaîne publique. Ça devrait être... Bien sûr. Au fait, pourquoi? Parce que j'avais peut-être oublié dans l'introduction de rappeler que chacun de nous a droit à jouir de ses droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels. Et qui doit prendre des dispositions pour nous permettre à nous tous de jouir de ces droits, c'est l'État. L'État entendu comme l'ensemble des pouvoirs des entités qui constituent le gouvernement ou qui travaillent sous la supervision de l'État. Et l'État, pour arriver à satisfaire à nos besoins, à l'intérêt général, l'État a besoin de moyens. Les moyens de l'État proviennent soit des impôts, des taxes, ou des dividendes, des intérêts que l'État peut toucher dans certaines participations dans des sociétés comme les sociétés du portefeuille. Mais à partir du moment où les services qui sont commis à la collecte des impôts, des taxes, ou les entreprises qui doivent générer les dividendes pour l'État, les gens qui travaillent se livrent à la corruption, au détournement de peu de moyens qui tombent, qui sont censés aller tomber dans les comptes du Trésor. L'État est privé de ses moyens. L'État ne saura plus rien faire. Or, pour nous permettre, nous les citoyens, d'avoir de bonnes routes, d'avoir des logements et d'avoir aussi des emplois, parce que l'État peut favoriser aussi la création d'emplois.
ou de construire des écoles pour nos enfants, des hôpitaux pour avoir des soins médicaux à moindre coût et en accédant aussi à la technologie moderne. L'État doit avoir les moyens pour faire face à ça, pour au moins nous offrir la sécurité. L'État doit avoir des moyens pour entretenir la police, l'armée, les services de sécurité. Mais les moyens, là, c'est beaucoup de moyens. Parce que pour la police, il faut bien payer, il faut acheter les tenues, il faut acheter les bottes, il faut acheter les moyens de locomotion, moyens de communication, les reconstruire, des bureaux pour qu'ils fonctionnent. L'administration publique, la même chose. Mais si vous qui travaillez, qui êtes au sein des services qui doivent collecter les moyens de l'État, vous vous servez déjà à la source. On paye $1000. Pour le compte de l'État, sur les $1000, vous récupérez déjà 600. 400, vous mettez dans la caisse de l'État. Vous privez l'État des moyens. Mais au bout de la chaîne, qui est le perdant? C'est nous les Congolais. C'est nous, la population. Pourquoi? Parce que l'État sera mis dans l'impossibilité de pouvoir gagner ses moyens et répondre immédiatement à nos besoins. Regardez ce qui s'est passé pendant la pandémie à Covid. Je voudrais qu'on parle du dossier. Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé? Mais nous nous sommes retrouvés dans un pays sans hôpitaux préparés pour prendre en charge les malades. J'ai envie de dire, il y a tout ça à cause de quoi? Parce que les gens ont détourné. Vous savez, nous avons ici un hôpital de cinquantenaires. Mais pour réhabiliter cet hôpital, il y a eu plus de $200 millions. Pendant que l'hôpital, la réfection de Mama Yemo, il en fallait au moins 5 millions parce que finalement, les Japonais n'ont signé la convention que pour donner 5 millions. Mais on a fait engloutir dans cette affaire-là plus de 200 millions. En réalité, tous les 200 millions n'ont pas été mis dans la réhabilitation. Ce sont des gens qui s'en sont servis parce qu'on a vu par la suite que ce qui était promis, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre. Donc il faut qu'on combatte cette corruption. On dit au nom de la cohésion nationale, au nom de la réconciliation, au nom de l'unité de pays, il y a des choses qu'il ne faudrait pas dire. Non, mais qui a dit ça? Au nom de la cohésion nationale, il ne faudrait pas... cohésion... Sinon, il n'y aura plus de place en prison. Hein. Ah non. Sinon, tout le monde devrait aller en prison. Non, mais les gens doivent savoir, par exemple, ceux qui sont poursuivis pour les faits de corruption ou de détournement des deniers publics. Si vous ne voulez pas aller en prison, mais vous travaillez, vous collaborez avec la justice, vous restituez à l'État ce que vous lui avez pris, et puis on va vous libérer sous des conditions plus ou moins allégées. Mais on envoie des gens en prison, c'est lorsque vous arrivez là, les magistrats vous posent la question, au lieu de faciliter la tâche de la justice en reconnaissant les faits, en restituant ce que vous avez pris à l'État, ou citer ceux qui s'en sont servis, vous commencez à faire tourner la justice pratiquement en dérision. À ce moment-là, les magistrats vont vous envoyer en prison. Voilà. Donc si les gens s'habituent à être directement prêts à dire la vérité, rien que la vérité, je crois que tout le monde n'ira pas en prison. Et j'encourage même ceux qui sont en prison, qui ne l'ont pas encore fait, de le faire, de collaborer avec la justice. Ils pourront reprendre leur liberté sans problème. Et lorsque vous avez annoncé ce dossier du ministre Bakonga, vous avez dit qu'il s'est volatilisé, il a été arrêté avec une mallette des millions de dollars. Voilà, ce sont des millions de dollars. Voilà, nous avons eu ça de notre source que nous ne pouvons pas brûler. Et donc, voilà. Wow. Mais j'ai entendu d'autres dire que non, ce n'était pas 2 millions, c'est $10 000. C'est bon, vous savez, chacun peut donner son information. Aujourd'hui, tout le monde a la facilité d'accéder, d'utiliser les NTIC pour écrire ce qu'il veut. Nous maintenons notre source sous sécurité et nous maintenons ce que nous avions déjà donné comme information. Bon, il reste maintenant à la justice lorsqu'il sera extradé et nous espérons que ça va aller trop vite, que la justice puisse aussi l'interroger par rapport à ces sommes d'argent. Et j'espère qu'au niveau des Brazza, les services qui ont eu à l'arrêter ont eu à prendre soin pour établir des procès-verbaux, des constats et aussi consigner tous les biens trouvés sur lui pour que ça puisse revenir à l'État congolais. Alors, le nouveau gouvernement arrive, la nouvelle ministre de la Justice. La question qu'on se pose aujourd'hui, sur quelle institution le gouvernement devrait s'appuyer pour réellement lutter contre la corruption? D'abord, est-ce possible? Alors,
Sur quelle institution? Au niveau du gouvernement, nous avons d'abord des ministères clés qui sont censés réfléchir pour donner de la matière par rapport aux actions qui sont énoncées de manière sommaire dans les programmes. Nous avons déjà naturellement les ministères de la Justice, nous avons les ministères des Finances, nous avons les ministères du Budget, nous avons les ministères des Mines, et puis je peux citer aussi les ministères de l'Intérieur, pourquoi pas. Et donc là, c'est au niveau du gouvernement. Mais maintenant, en dehors du gouvernement, nous avons des entités, des services de l'État ou des organismes de l'État qui sont créés, qui ont comme mission de poser des actes opérationnels sur terrain afin de soutenir l'action du gouvernement, la volonté du gouvernement réaffirmée dans les programmes. Et d'ailleurs, vous allez voir que là, le gouvernement, dans son programme, il dit vouloir s'appuyer sur l'IGF et la Cour des comptes. Oui, mais j'ai trouvé quand même que le gouvernement a perdu de vue qu'en dehors de ces deux, il y a une autre institution, pas de moindre, c'est la CNRF. La CNRF, la Cellule nationale de renseignement financier, créée par la loi de 2004, qui a comme mission de détecter tous les actes de blanchiment des capitaux. Blanchiment des capitaux qui est l'une des formes de la corruption qui ne doit pas être négligée. Mais en dehors de ces services, les trois, il y a naturellement le pouvoir judiciaire, qui est l'institution clé, parce que lorsque l'IGF termine son travail, l'IGF peut recommander sur le plan administratif, par exemple, des poursuites, sur le plan administratif, des poursuites disciplinaires à l'égard des fautifs, ceux qui ont commis des fautes de gestion. Mais, étant donné qu'ils sont aussi officiers de police judiciaire, ils peuvent communiquer les dossiers au parquet. Il faudrait que le parquet, lorsqu'ils reçoivent les dossiers venant de l'IGF, travaille rapidement. Donc l'IGF paie aussi comme des corrections administratives. Il peut se dire, ces dossiers, je ne l'envoie pas au parquet, si je reste sur les corrections administratives. Non. Si, à l'issue de l'enquête, les inspecteurs de l'inspection générale constatent que les gestionnaires, les personnes qui ont reçu l'argent de l'État ou qui ont eu à gérer les biens immeubles de l'État ont commis des fautes de gestion à caractère administratif, à ce moment-là, ils vont recommander à l'autorité hiérarchique du gestionnaire des sanctions administratives ou disciplinaires. Maintenant, comme il y a des fautes à caractère pénal ou des infractions commises qu'ils ont constatées, étant donné qu'ils ont la qualité d'officier de police judiciaire, ils les constatent sur procès verbal, ils transmettent directement au procureur pour que ce dernier ouvre ou lance des actions de poursuite judiciaire à l'endroit de la même personne. Donc, vous pouvez vous retrouver, vous êtes agent de l'État, vous êtes ministre, vous êtes mandataire, vous avez mal géré les fonds de l'État, vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous êtes poursuivi disciplinairement et puis pénalement. Okay. Donc il ne faut pas dire qu'il y a l'acharnement. Comment on peut me poursuivre à la fois sur le plan administratif et sur le plan pénal? C'est normal, c'est l'état de droit. Il faut que les gens s'habituent. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons de leur dire qu'il faut éviter de détourner l'argent de l'État. Parce que quand vous le détournez, vous vous mettez dans une situation difficile. Et aujourd'hui, la peine qui est la plus prononcée par nos juridictions, c'est 20 ans. Le 20 ans de prison. Monsieur Georges Kabemba, ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. On va pratiquement terminer. On va rediscuter le programme du gouvernement lorsqu'il sera présenté et adopté au niveau du Parlement. C'est à ce moment-là qu'on reviendra vraiment en détail pour comprendre. Il ne faudrait pas que le programme du gouvernement soit seulement un programme. On le présente au Parlement, on l'adopte, on investit le gouvernement et puis on oublie. On doit faire un effort par là. Oui, on doit faire un effort. C'est pour cela que nous disons en termes de solutions. On va se lever pour terminer. Hein? Voilà. En termes de solutions, parce que nous faisons les diagnostics, les problèmes sont là. Comment il faut faire face à ces problèmes? Parce qu'il faut trouver des solutions. Je pense que le gouvernement, déjà dans son projet, a prévu un certain nombre d'actions qui vont contribuer à résoudre ces problèmes. Mais les autres institutions, comme la justice, il faudrait que la justice aussi
refasse une sorte d'évaluation, auto-évaluation. Et là, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, et nous nous félicitons d'ailleurs du fait que depuis 3-4 jours, la Cour constitutionnelle a un nouveau président qui a aussi les charges du président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le gouvernement a prévu dans ses actions la possibilité de créer une sorte de cadre d'échange, de consultation entre les ministères de la Justice, donc le gouvernement et le Conseil supérieur, pour analyser, évaluer tout ce travail-là avec les autres acteurs. C'est déjà une très bonne chose. Donc, nous restons tous au moins mobilisés pour que le gouvernement présente vite son programme devant l'Assemblée nationale, qu'il soit investi et que tout le monde se mette au travail. Mais entre-temps, nous en profitons pour conscientiser les gestionnaires, des mandataires, ceux qui participent souvent à la dilapidation des biens de l'État. Vous êtes ministre, mais vous commencez à participer à la vente d'immeubles, des maisons de l'État. C'est inacceptable, ce genre de choses. Et les gens doivent cesser ce genre de comportement. On vous alloue l'argent pour le fonctionnement, payez les agents qui sont à votre disposition, leur argent. Il faut qu'on mette fin au phénomène Maboko Bank. Parce que c'est de la corruption, c'est du détournement de deniers. Le phénomène Maboko Bank sont ces personnes qui ne sont pas payées par les banques, qui sont payées de main à main. C'est ce qu'on appelle la RDC, le phénomène Maboko Bank. Donc il faudrait que les gens aient aussi le courage de dénoncer. Vous êtes dans un ministère, dans un service public, vous avez une information pouvant permettre à l'IGF, à la Cour des comptes, ou bien à la CNRF ou à la justice de se saisir pour enquêter, faire poursuivre les détourneurs ou les corrupteurs et les corrompus, il faut rapidement leur donner cette information. Ou vous passez par les organisations de défense des droits de l'homme qui travaillent dans le secteur. La semaine prochaine, je vais vous faire revenir sur ce plateau. Là, on parlera de minerais congolais. Le président de la GECAMINE qui a annoncé qu'aujourd'hui, la RDC, le mine congolais, n'appartient pas à la République. Le PCA. Le PCA de la GECAMINE, M. Albert Youma, président de la FEC, il l'a annoncé. On va essayer de décrypter ces discours. C'est quand même, tout le monde était surpris et ça crée un émoi dans la population de savoir qu'aujourd'hui, la RDC n'est plus propriétaire de ces minerais. Ça, c'est encore un autre problème. On en parlera. Brièvement, par rapport à ça, nous avons dit une chose simple. C'est ce que nous avons toujours dit dans ce pays. Les ONG ont toujours dit ça depuis plus de 30 ans, que les dirigeants gouvernementaux, les mandataires de l'État, qui ont en charge la gestion des ressources naturelles, ne travaillent pas pour le compte de l'État, de la population, mais pour leur compte personnel. Ils facilitent le bradage de ces ressources et que l'État, le gouvernement, doit rapidement mettre fin à ça. Et pour y arriver, aujourd'hui, il n'y a pas 1000 solutions. C'est mettre en œuvre de manière effective les codes miniers de 2018. S'assurer que toutes les entreprises multinationales qui ont gagné ces marchés, qui ont pris les concessions, respectent ces codes à la lettre. Albert Youma dit, il y a ces 5-6 entreprises qui se partagent le de la RDC. Mais qui les ont facilités, c'est toujours les Congolais. Et il l'a reconnu, les Congolais. Et surtout à la GECAMINE, la question que je me pose, c'est de savoir qui était à la GECAMINE lorsqu'on était en train de saucissonner tous les carrés miniers, les concessions de la GECAMINE. On en parle la semaine prochaine. Voilà. On en parle la semaine. Ça, je promets, ce sera un dossier de la semaine prochaine. Monsieur Jos Kapiamba, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. À tout moment, on pourra. Mais la semaine prochaine, on parle de ces grands dossiers sur le minerai de la République démocratique du Congo. Monsieur Youma l'a dit, c'est 5-6 entreprises qui sont propriétaires de ces mines. On en parle la semaine prochaine. Mais entre-temps, parmi les nouveaux ministres qui ont été nommés dans le nouveau gouvernement de la RDC, c'est le ministre de Sport. Nous vous le présentons. Chaque fois, on va commencer à vous présenter chaque ministre. Allez, Serge Kondé est le nouveau patron de sport en République démocratique du Congo. Élisée Odia a brossé le portrait de ce nouveau ministre. On regarde. Jeune, ambitieux, travailleur. Ce sont là quelques caractéristiques du nouveau ministre de Sport. Ce domaine lui confié par le président de la République, Serge Kondé le connaît, mais l'exerce aussi. L'homme a été dans un passé récent ministre provincial de la jeunesse, du sport, du tourisme, de la culture et arts dans la province de Haut-Katanga. La pratique du sport
Condé le recommande et appuie également les jeunes dans ce domaine. En témoigne l'organisation régulière des tournois de football, principalement dans son Sakania natal. Et oui, Serge Condé est ressortissant de ce territoire du Haut-Katanga. En 2018, au terme des élections, il y sera élu député national et provincial. Dans ce coin du pays, le nouveau patron du sport est aussi réputé pour ses actions philanthropiques. Au travers de sa fondation, Serge Condé soutient et finance les jeunes entrepreneurs. Il assure la prise en charge des frais de scolarité des élèves de certaines écoles, paie les frais des participations de certains finalistes, dote quelques écoles en bons, jusqu'au financement de la construction d'une école sur fonds propres. Dans la fondation Serge Condé, les femmes occupent une place de choix. Celles qui sont maraîchères bénéficient des dotations en matériel aratoire et intrants agricoles. Et il lui arrive bien souvent de payer aussi la maternité de celles qui ont accouché et qui n'ont pas les moyens de s'acquitter de leurs factures. Serge Condé est un prince, puisque descendant du trône coutumier de Séléngué dans le territoire de Sakania, une royauté à laquelle Condé est attaché, mais qui ne lui a pas empêché de faire des études. Diplômé d'État en latin philo, Serge Condé est détenteur de 3 autres diplômes. D'abord en marketing et gestion touristique à Intech College de Johannesburg en Afrique du Sud. Il obtient un autre diplôme en gestion des affaires avec mention distinction à Copperbelt University en Zambie. Serge Condé est également diplômé en business à l'université de Stanford en Grande-Bretagne. L'actuel patron du sport en RDC considère que le travail est l'un des facteurs qui permet de réaliser les ambitions. Il invite ainsi les uns et les autres à travailler de manière acharnée pour atteindre des objectifs voulus dans le secteur du sport en particulier et dans tous les autres domaines de la société congolaise en général, ce conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes réunis autour de cette idée, l'idée féconde de la première dame de la République démocratique du Congo, Congo au féminin. Le Congo de demain a besoin des efforts des femmes et des hommes. La femme continue à jouer un rôle important au niveau primordial dans le développement de notre pays. Qui se souvient encore des grandes dames, des grandes voix comme Marcel et Bibi, comme Lucie Yenga? Qui ne se rappelle la voix d'Abeti Basikini? Toutes autant de vedettes qui ont fait le bonheur de nos parents et de nos grands-parents. J'invite rapidement Rigen Massamuna. Pour ce qui concerne l'exercice d'un réalisateur, de présenter un projet cinématographique en racontant l'histoire de chacune d'elles à travers un film documentaire. Nous parlons quand même du Congo au féminin, nous parlons des dames. Je voudrais ici, à travers ce projet, valoriser toutes les femmes. Ces femmes qui ont parfois été oubliées, mais qui ont fait de grandes choses pour notre pays. Elle est réellement première dame parce qu'elle est très profonde et sincère dans ses prises de position, sincère dans ses réflexions et sincère dans les actes qu'elle pose. Parce que moi, je tiens à la valorisation de la femme. J'ai été touchée de ce geste, un diplôme d'honneur. Notre chef de l'État a la chance d'avoir une femme si importante et si intelligente comme épouse. Et sur cette base-là, le Congo ira de l'avant.